Les cellules souches, tout le monde en entend parler. Mais sait-on pour autant exactement de quoi il s'agit? À quoi servent-elles? Comment les identifie-t-on? Et en quoi peuvent-elles être utilisées en endodontie ou en odontologie en général? C'est de ce sujet que je vous propose d'aborder ce mois-ci pour cette nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Quand je me suis initié à la recherche, il y a à peu près 15 ans maintenant, j'avais du mal à expliquer en société ce que je faisais et en quoi cela pourrait révolutionner la dentisterie. Bon, pour être franc, 15 ans plus tard, j'ai compris que je ne révolutionnerais rien et je vis très très bien finalement avec cette idée. J'avais cependant remarqué que dès que je prononçais les mots « cellules souches », tout de suite, je gagnais l'intérêt des gens. Vous aussi, vous voulez briller en société? Alors voyons de quoi on parle exactement quand on parle de cellules souches dentaires. En biologie, pour être considérée comme cellule souche, une cellule doit présenter deux caractères particuliers. Le premier, elle doit être capable de se renouveler à l'infini. Le second, c'est de pouvoir se transformer en différentes cellules spécialisées. C'est ce que l'on appelle en biologie la différenciation. Dans la connotation de cellules souches, il y a souvent à tort la notion d'aptitude de ces cellules à pouvoir donner n'importe quelle autre lignée cellulaire. En fait, très peu de cellules ont cette aptitude. Les seules cellules capables de former un organisme complet sont les cellules dites totipotentes. Et on ne peut les prélever qu'à un stade très très précoce du développement, le blastocyste, c'est-à-dire 7 à 10 jours après la fécondation. Ces cellules sont celles qui sont utilisées pour faire du clonage. Dans un organisme d'un adulte, elles n'existent plus. Parce que dans un organisme d'adulte, les cellules souches sont déjà engagées dans un programme de différenciation, on a tendance aujourd'hui à les appeler plutôt des cellules progénitrices. La différenciation est le processus biologique qui spécialise les cellules en leur faisant perdre leur plasticité. Cette différenciation est irréversible naturellement, c'est-à-dire qu'une cellule osseuse ne peut pas se dédifférencier pour revenir à l'état d'une cellule souche plus plastique. Il existe des moyens techniques de le faire au laboratoire, mais ils font appel à des manipulations génétiques, c'est ce que l'on appelle la transdifférenciation. Mais ce n'est pas un processus naturel. Une cellule progénitrice adulte est une cellule qui est déjà engagée dans un processus de différenciation et qui va la conduire à acquérir un phénotype déterminé. Le phénotype, c'est la carte d'identité individuelle de la cellule. Des cellules osseuses et dentaires ont des points communs. Elles minéralisent et des points de différence, l'une fait de l'os et l'autre de la dentine. On peut alors parler de phénotype osseux et de phénotype dentinaire, et ces cartes d'identité sont caractérisées par des marqueurs protéiques. Lorsqu'elles sont impliquées dans un processus de cicatrisation, les cellules souches peu nombreuses entrent en action selon un processus en 3 étapes. Premièrement, elles se divisent et donnent 2 cellules. L'une va revenir pour la remplacer et maintenir le nombre de cellules souches dans la niche, et l'autre va migrer, c'est la 2e étape, attirée par des molécules d'attraction sécrétées dans le processus inflammatoire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'inflammation est nécessaire au processus de cicatrisation. La 3e étape, c'est arriver sur le site de la lésion. Ces cellules vont recevoir des informations et les engager dans un processus de différenciation. C'est au cours de ces cellules, de ce processus, qu'elle acquiert sa spécialité, son identité, son phénotype. Dans le processus de cicatrisation pulpaire, les cellules qui seraient impliquées dans la réparation sont les cellules souches de la pulpe adulte, les DPSC, pour Dental Pulp Stem Cells. Découvertes par Stan Grontos en 2000, ces cellules sont peu nombreuses et représenteraient moins de 1% de la population cellulaire de la pulpe. La sphère orale présente de très nombreuses populations de cellules souches en dehors de ces DPSC. Et parmi les plus connues ou les plus accessibles, on retiendra notamment les cellules souches de la dent de lait, appelées les SHED, qui ont été découvertes en 2001 par 2 auteurs, Shi et Miura. On distingue également les cellules souches de la papille apicale, qui sont logées à l'apex des dents immatures et qui pourraient être impliquées dans le processus de régénération ou de réparation tissulaire dans la technique que l'on appelle la revitalisation. Et enfin, on a des cellules souches également dans le ligament, les DPLSC, Dental Pulp Ligament Stem Cells. Et puis, il y a des cellules souches dans les follicules des dents de sagesse qui n'ont pas encore fait leur éruption, etc., etc. Il y en a même qui ont été identifiées dans les lésions apicales elles-mêmes, les lésions d'origine endodontique.
Au-delà du processus de cicatrisation pulpaire et de la revitalisation, les cellules souches dans la pulpe ont été investiguées pour envisager une régénération osseuse. Voici, pour essayer de décrire un petit peu leur intérêt, en résumé, l'expérimentation publiée par l'équipe de Dacquino en 2009. Sur des patients nécessitant l'extraction de 4 dents de sagesse, ils sont intervenus en 2 temps. Lors de la première séance, les 2 molaires maxillaires, les 2 dents de sagesse maxillaires ont été extraites. Et de ces dents, ils les ont fracturées, ils ont extrait la pulpe et les cellules souches qu'ils ont amplifiées dans des boîtes de pétri in vitro. Quelque temps après, ils sont intervenus dans une seconde séance en extrayant les dents de sagesse mandibulaires chez ces mêmes patients. D'un côté, ils ont placé une éponge de collagène neutre. De l'autre côté, ils ont placé une même éponge de collagène, mais qui avait été enrichie avec les cellules souches qui étaient préalablement extraites des dents de sagesse maxillaires et amplifiées dans les boîtes de pétri. Après 3 mois de cicatrisation, ils ont utilisé des marqueurs pour calculer le volume osseux qui était régénéré. Et ils montraient qu'au niveau des alvéoles comblés avec l'éponge et les cellules souches, le gain osseux était de 50% supérieur par rapport au côté sans cellules. Les auteurs sont même allés plus loin et ont poussé les investigations en retournant sur le site pour faire un prélèvement, une carotte, et vérifier que le tissu régénéré était bien de l'os aversien. Alors, si cette expérimentation est discutable sur le plan scientifique, le plan clinique et le plan éthique, elle a ce gros avantage, c'est de bien expliquer qu'en fonction de sa plasticité, une cellule souche est capable de se spécialiser en différents tissus et que la différenciation dépend étroitement de l'environnement dans lequel elle a été placée. En l'occurrence, une cellule souche dentaire placée dans de l'os va se différencier non pas en odontoblaste, mais en ostéoblaste, puis en ostéocyte. C'est ce que l'on appelle l'effet paracrine, l'influence de l'environnement sur le comportement de la cellule. Dans la régénération, l'origine embryologique des cellules joue également un rôle très important. Les cellules de la sphère orale dérivent toutes des crêtes neurales. Mais toutes les cellules osseuses ne sont pas issues des crêtes neurales. On fera une distinction entre l'os de la sphère orale et l'os du tissu squelettique. Les cellules osseuses squelettiques ont une origine embryonnaire différente. Et c'est en partie pour cela que des greffes osseuses de tissu squelettique dans la sphère orale aboutissent non pas à un rejet, la greffe prend bien, mais à une fonte du greffon à terme avec le temps. Pourquoi ? Puisque le site récepteur ne reconnaît pas le greffon à cause de son origine embryologique différente. Alors, en conclusion, je dirais que la biologie a cela de passionnant, c'est que quelque part, elle régit tout. Dans notre exercice, elle est là, elle est partout, et pourtant, on la connaît mal. Je peux vous assurer que quand on fait l'effort de l'appréhender, ce qui peut demander du temps, j'en conviens, elle est passionnante. Hermétique, pour ne pas dire étanche à son apprentissage lors de ma formation initiale, j'ai eu la chance, sur mon parcours, de rencontrer certains professionnels, dont le professeur Ariane Berdal, qui m'a mis au défi de me relancer dans la biologie et m'y a intéressé. Aujourd'hui, j'en ai appris le vocabulaire, la démarche intellectuelle. Sans être un grand chercheur, j'ai cette chance énorme, c'est de pouvoir parler le langage des chercheurs, ce qui me permet d'éveiller ma curiosité et de voir ma profession différemment. Donc dans cette réponse d'expert, je tiens réellement, vraiment à la remercier de m'avoir permis de sortir de ma zone de confort d'obturateur de canaux. Alors, vous l'aurez compris, je ne peux que vous inciter à vous intéresser à la biologie avec des communications comme celle-ci, dont le mot vulgarisation n'a absolument rien de péjoratif. Connaître, c'est pouvoir comprendre. Et comprendre permet de s'améliorer. À très bientôt.